Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast La Geste d'Orlan. Quand vous vous intéressez à la musique russe, un nom revient souvent, et ça peut paraître paradoxal. Ce nom, c'est celui d'Alexandre Pouchkine. Il y a en effet plusieurs compositeurs russes qui composent de la musique à partir de ses œuvres. Je cite vraiment pêle-mêle, vous avez Mikhail Glinka, César Cui, Nikolai Rimsky-Korsakov, Modeste Moussorgsky, Piotr Tchaïkovski, Igor Stravinsky, Sergei Rachmaninov, Sergei Prokofiev, etc., etc. Donc ça en fait déjà un petit nombre, il y en a d'autres. Et bien, moi je suis musicologue, donc étant en contact avec tous ces compositeurs, il est normal, je pense, et toujours intéressant, de revenir à la source de toutes ces œuvres. Donc, comment suis-je tombé sur le livre? Eh bien, c'est très simple. Je m'intéressais à Tchaïkovski et j'ai appris que son opéra Eugène Onégine était tiré du roman éponyme de Pouchkine. Qu'est-ce que le livre raconte? C'est un roman en vers qui est structuré en 8 chapitres. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient de Saint-Pétersbourg. Ce jeune homme, c'est Eugène Onégine. C'est un jeune homme blasé, oisif, comme on en voit beaucoup trop si vous voulez mon avis. Mais nous y reviendrons. Il pense avoir tout vécu et le pauvre loulou est déjà fatigué de la vie. Alors, quand à 20 ans on est déjà fatigué de la vie, c'est terrible. Je vous passe les détails, mais à la mort de son père, il n'a d'autre choix que de se retirer à la campagne, où il passe vite pour un agitateur avec ses idées nouvelles de réforme. D'accord? C'est le petit gars de la ville qui vient à la campagne et, vous savez, on voit souvent ça. Les gens qui viennent des grandes villes, qui s'installent à la campagne, qui supportent pas la vie à la campagne et qui veulent tout changer. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il a forcément tort avec ses réformes, mais enfin, ça montre qu'il a du mal à s'intégrer, on pourrait dire les choses comme ça, dans son nouveau milieu. Bon, il reste dans son coin, jusqu'à l'arrivée d'un certain Vladimir Lenski qui devient vite son ami. C'est intéressant parce que Vladimir Lenski, il a été en Allemagne, il est amoureux de la culture allemande, de la philosophie allemande, et donc il va se sentir très proche d'Eugène Onégine, et donc ils vont pouvoir discuter, si vous voulez, entre eux. Lenski est amoureux d'une voisine, la belle Olga Larine, et c'est très important. Pourquoi? Parce que cette Olga, qui va jouer un rôle tragique plus tard, elle a une grande sœur, la réservée Tatiana. Tatiana, comme sa mère, éprouve une grande passion pour la littérature sentimentale. C'est par exemple une lectrice de la nouvelle Héloïse. Et leur passion commune n'est pas présentée négativement, parce que je parle de littérature sentimentale. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est forcément à raison, mais c'est pas toujours bien vu, la littérature sentimentale. Ici, je vous dis, c'est pas le cas. La passion n'est pas présentée négativement, elle permet d'en apprendre un peu plus sur leur personnalité sensible à l'une et l'autre. On apprend par exemple que la mère s'adonne à cette littérature, c'est vrai, mais pourquoi? Eh bien parce qu'elle a fait un mariage malheureux. Elle vit donc les sentiments amoureux par procuration. Et je trouve ça très intéressant de voir ça, et nous y reviendrons un peu plus tard. J'avance dans le roman jusqu'au moment où Lenski va épouser Olga. Et c'est dans ce contexte qu'Onegin fait la rencontre de Tatiana. Alors vous avez peut-être remarqué que je la mentionne toujours par son prénom. Eh bien, c'est un détail, mais je pense que c'est important, c'est parce que il marque la littérature russe. C'est vraiment un prénom qui deviendra emblématique de ce genre de jeune personne. Tatiana, c'est une héroïne. Retenez ça. Mais on revient à notre histoire. Tatiana rencontre Onegin et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle tombe tout de suite amoureuse de lui. Qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre? Elle lui écrit une lettre d'amour qu'elle lui fait porter par sa servante le lendemain. Et alors, cette lettre d'amour, ça c'est un des épisodes les plus beaux du roman. Et il faut donner un peu le contexte. Parce que cette lettre d'amour, elle va l'écrire, et évidemment, Pouchkine
va s'amuser, si vous voulez, il va devoir la restituer. Et il va faire tout un jeu avant de la restituer. C'est-à-dire que, pour être honnête, il va faire beaucoup de cinéma. Pour expliquer à son lectorat russe, hein, parce que c'est écrit en russe à la base, que bon, effectivement, il faut être un peu plus, comment dirais-je, tolérant avec elle, parce que ceci, mais vous allez voir, je ne vais pas plus loin, je vais reprendre ici, et je vais vous lire le passage juste avant la lettre, et puis on lira la lettre. Je sens un autre obstacle naître. Sauvant l'honneur de la nation, il me faudrait pour cette lettre vous en fournir la traduction. Privé en russe de pratique, ne lisant pas nos périodiques, Tania s'exprimait assez mal dans notre idiome national, sa langue écrite était française. Jamais encore jusqu'à ce jour les dames n'ont parlé d'amour en russe, et là est mon malaise. Non, jamais notre idiome altier n'avait servi pour le courrier. Je sais, on veut forcer les dames à lire en russe. Imaginez, vision d'horreur, ces tendres âmes tenant le bien intentionné. À vous, poètes, j'en appelle. N'est-il pas vrai? Les toutes belles, à qui pour vos péchés pervers, vous fîtes en secret des vers que vous chérîtes adulates, parlant un russe trébuchant, faisant par un emploi touchant les fautes les plus délicates. Et c'est la langue de Paris, la langue au fond de leur patrie. Épargnez-moi, en plein quadrille, ou bien à la sortie du bal, l'assaut d'un rhéteur jeune fille ou d'un séminariste en châle. Sans une faute de grammaire, le russe ne saurait me plaire, comme un regard privé de feu. Peut-être, un jour bien malheureux, quelques futures belles sages pour exaucer nos chroniqueurs auront la vraie grammaire au cœur, mettront les vers au bon usage. Mais moi, cela n'y fera rien. Je suis fidèle au monde ancien. Les fautes d'un babil frivole, la langue mal articulée, toute faiblesse de parole verra toujours mon cœur trembler. J'avoue, sans autre cataclysme, j'aime toujours les gallicismes. Mes jeunes jours et leurs péchés, Bogdanovitch et sa psyché. Mais bon, depuis longtemps j'annonce cette lettre de Tatiana. J'avais promis, je tarde. Et là, encore un peu et je renonce. Je sais, du délicat parni, le mode est à présent fini. Chantre du feu mélancolique et des festins, m'entendrais-tu si je formais cette supplique, doux compagnon d'un temps perdu, que dans ta langue incandescente, de notre belle adolescente, tu te traduises le français? Où donc es-tu? Je te transmets les droits que j'ai, je le demande, mais au pays de ces tourments, déshabitué des compliments, seul sous les cieux de la Finlande, il erre et pense, et son grand cœur ne peut entendre ma douleur. J'ai sur ma table cette lettre. Elle est pour moi comme un trésor. Je la relis, je m'en pénètre, la pose, la relis encore. D'où te venait cette tendresse, des mots cette aimable mollesse, Tania, ce délire touchant, les flammes vives de ce chant si séduisant, si fatal. À d'autres de comprendre. Moi, j'aurais traduit, trop maladroit, 1000 couleurs en ombre pâle, comme un Freischütz qu'on voit jouer par une élève aux doigts noués. Voilà, et après tout ce préambule, vous avez la lettre de Tatiana à Onegin. Évidemment, je ne vais pas vous la donner. Ce sera à vous de la lire, cette lettre d'amour, la plus belle lettre d'amour peut-être, la plus touchante de la littérature russe. Bon, Eugène Onegin reçoit cette lettre d'amour. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, ce brave Onegin? Est-ce qu'il va accepter cet amour sincère et véritable? Vous savez, est-ce que c'est facile pour une jeune fille de se donner à son amour comme ça? Eh bien non, Eugène ne va pas accepter cet amour. Et pourquoi? Parce qu'il pense qu'il ne peut pas la rendre heureuse. Voilà. Quelque temps plus tard, alors qu'il a refusé l'amour de Tania ou Tatiana, il va à un bal où il va jouer un très mauvais tour à son ami Lenski. C'est quoi ce tour? Eh bien, il va flirter avec Olga, qui le laisse faire. Et ça amène à la catastrophe, je vous avais dit, hein, qu'Olga va provoquer un drame, alors indirectement, mais enfin, elle est quand même en partie responsable. Lenski se sent évidemment trahi, et qu'est-ce qui va se passer? Il le provoque en duel pour réparation. Le duel a lieu,
et il provoque la mort de Lenski. Mort stupide, mort absurde, que regrette en vain Eugène, qui, après la mort de son ami, part et quitte cette campagne. Alors je vais m'arrêter ici pour l'histoire, sauf à vous dire qu'Eugène et Tatiana vont se retrouver quelques années plus tard, mais comme pour la lettre, si vous voulez savoir comment se termine cette histoire, il vous faudra lire le livre. C'est la moindre des choses quand même, et ça vaut le coup, ça vaut le coup. Justement, pourquoi est-ce qu'on peut lire le livre? Le livre, avant toute chose, c'est l'histoire tragique d'un amour manqué. Ça, déjà, vous aurez pu le deviner, hein. Et rien que ça, c'est intéressant pour le lecteur, qui peut, à la manière de Tatiana et de sa mère, vivre par procuration cette histoire d'amour qui nous est étrangère. Car la littérature offre cet avantage de montrer des vies. Alors ces vies, est-ce que ce sont des exemples à suivre ou au contraire à éviter? Eh bien, tout ça, ça reste à l'appréciation du lecteur. Néanmoins, ce sont des expériences de vie que l'on peut observer. Et déjà ça, je trouve que c'est intéressant. D'accord? Parce que quand vous lisez des livres, bien sûr que vous avez des livres d'aventure, et là, forcément, difficile de s'identifier pleinement, difficile de prendre des enseignements pour nous-mêmes. Mais dans le cas ici, d'une histoire d'amour, même si les personnages sont de sociétés, de pays différents, de cultures différentes, ben, ce sont des histoires qui peuvent nous toucher beaucoup plus directement. On a aussi tout le travail sur la langue et l'écriture. Alors, ça se voit évidemment beaucoup plus en russe. Mais la traduction française d'André Markovitz est souvent citée en exemple, et c'est celle que j'ai utilisée pour lire le passage juste avant la lettre de Tatiana. Il y a déjà, pour l'écriture, cette virtuosité, commande l'écrivain, dans le tour de force de la ciselure de son texte, malgré les contraintes qu'il s'impose lui-même dans l'écriture. Donc il a tout un carcan, parce que c'est une écriture en vers évidemment, et donc il y a plein de règles à respecter. Il a un cadre, si vous voulez, dans lequel il doit inscrire tout ce qu'il veut écrire. Donc déjà ça, c'est un tour de force. Mais il y a plus. Ce sont les images employées. On dit souvent que la poésie en particulier, la littérature plus en général, eh bien, c'est souvent une affaire d'image. Comment dire les choses en sortant des lieux communs, tout en restant compréhensible dans la subtilité? Et c'est un savant mélange, parce que si vous êtes trop dans le lieu commun, ben, c'est mal écrit. Puis si vous êtes trop dans la subtilité, ben, vous ne serez pas compris. Et je vous dis, parfois, c'est un équilibre précaire, parce que vous savez, j'ai une grande passion parfois, c'est de lire des mauvais livres. Alors ma femme, elle aime bien ça parce que je commence à prendre une voix particulière et puis je lis un livre. Et bon, ça la fait beaucoup rire parce que souvent, en fait, c'est le texte, c'est pas moi qui donne la tonalité du texte, c'est le texte qui donne la tonalité à ma voix. Et alors j'étais tombé sur une partie où c'était un pas très bon livre, je trouve, parce que c'est souvent, par exemple, vous savez, quand les gens ont une mauvaise nouvelle et le livre commence mais vous avez l'impression que c'est l'apocalypse, alors que c'est juste, comment dire? Une rupture amoureuse. Et je plaisante pas, hein, j'ai déjà vu plusieurs livres comme ça et oui, j'ai compris que, l'auteur veut exprimer, le chagrin de son personnage et cetera par des éléments extérieurs, mais bah, non, voilà, là, c'est vu, revu, c'est exagéré, c'est pas bien fait en plus, bon. Et à un moment donné, j'étais très embêté parce que je tombe sur un livre comme ça, je commence à lire, c'était en automne et il y avait une expression, qui était pas mal, c'était quoi? C'était, je pense: «Je marche sur l'automne». C'est, le personnage qui est à la fois narrateur et qui explique qu'il marche sur l'automne. C'est très joli ça, c'est comme image, vous voyez? Parce qu'on a les feuilles qui tombent et donc il marche sur les feuilles. Mais bon, le problème, c'est qu'il a totalement gâché ça, je trouve, en disant qu'après il court dedans, qu'il chotte dedans, que voilà et cetera. Bon, donc ce que je veux vous dire, c'est que parfois vous avez une belle amorce d'image et puis qui pourra être détruite juste après. Donc on sort des lieux communs, il faut rester compréhensible et par exemple, dans l'extrait que je vous ai lu, moi je trouve c'est une phrase que j'oublie pas. Je la déforme un peu pour simplifier, mais c'est l'exemple du Freischütz joué par un élève.
pour moi, qui est le meilleur exemple. C'est pas le seul, évidemment, du roman, il y en a plein, mais ça, c'est quelque chose qui m'a tellement frappé. Parce que le Freischütz, donc qu'est-ce que c'est? C'est un opéra de Karl Maria von Weber. C'est un, alors comment dire, un compositeur allemand du début du 19e siècle. Et le Freischütz, c'est son opéra, c'est peut-être son chef-d'œuvre aujourd'hui. C'est un opéra très important qui a marqué son époque. C'est un très bel opéra, hein. Moi, je vous conseille d'aller l'écouter, au moins des extraits. Karl Maria von Weber, c'est vraiment un chouette compositeur, je trouve. Mais donc c'est le chef-d'œuvre, c'est considéré comme le chef-d'œuvre, mais joué par un élève. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des chefs-d'œuvre joués par des élèves. Alors dans la traduction ici, c'est des élèves aux doigts noués, donc en plus c'est des élèves qui veulent pas trop, oui effectivement, mais on voit que ça tombe à plat souvent. Et donc ça démolit complètement. Et alors l'idée qu'il a de dire, bon ben oui, je dois vous la traduire, cette lettre, en russe, mais en fait elle est tellement belle en français, bon je vais vous offrir une traduction, mais voilà, ce sera un chef-d'œuvre interprété par quelqu'un de mauvais. Et donc c'est lui, c'est Pouchkine en fait, l'élève. Et je vous dis Pouchkine, alors vous allez me dire le narrateur, mais justement, on va y arriver après. Et évidemment que il fait tout ça, mais la traduction, elle est magnifique. Et en fait, c'est pas du tout une traduction, puisqu'il n'y a pas de lettre en français, puisqu'il l'a inventé. Mais c'est tout ce cinéma-là, mais en même temps, ça marche, c'est très frappant, très parlant, et c'est vraiment une très très belle image. Donc vous voyez, ces images-là, eh bien, elles marchent, elles marchent. On a aussi, et bah, ça lie un peu avec ce que je vais dire, c'est l'ironie qu'il y a dans le roman, parce que l'ironie y occupe une place majeure sans jamais devenir cynique, ce qui est plutôt l'attitude d'Eugène Onégine. L'ironie est employée par Pouchkine comme un outil de distanciation. Et l'ironie, c'est très important, moi je pense. Dans le jeu de narration et d'écriture, la distance est intéressante en ce sens que ce jeu permet de, justement, s'amuser avec le cadre du récit. Si vous avez un narrateur omniscient, si vous avez un narrateur qui est un des personnages, c'est pas la même chose. Vous savez bien qu'il y a l'écrivain, donc l'auteur, le narrateur et les personnages, et que ce sont normalement ces trois entités différentes, d'accord? Le narrateur n'est pas l'écrivain, et souvent le narrateur n'est pas les personnages. Évidemment, on peut jouer avec tout ça, et c'est ce que fait c'est ce que fait, pardon, Alexandre Pouchkine, parce que le narrateur est parfois associé à l'auteur, qui se moque parfois d'Eugène, même si la position peut évoluer au fur et à mesure du roman. C'est-à-dire que, comme on a des commentaires de Pouchkine au lecteur, ce qui sont des sortes de clins d'œil, et ça coupe le récit lyrique de son roman. Donc tout un jeu s'installe et parfois il est difficile de savoir qui parle vraiment. Est-ce que c'est un narrateur? Est-ce que c'est Pouchkine qui parle? Ah, ça, on ne sait pas. Et tiens, Eugène, est-ce que ce serait pas Pouchkine lui-même? Eh bien, c'est possible. Par exemple, j'avais parlé de l'éducation sentimentale. Eh bien, vous savez que Frédéric, c'est une sorte. Alors, c'est pas le double de Flaubert, de Gustave Flaubert, mais bien sûr que Flaubert, il prend ce qu'il a connu dans sa jeunesse, et Frédéric, le modèle de Frédéric, un des modèles, c'est Gustave Flaubert lui-même quand il est jeune. Donc Eugène Onégine, ben, c'est aussi, si vous voulez, le Alexandre Pouchkine un peu plus jeune, qui commet des erreurs, qui fait des bêtises. Parce que souvent, c'est quand on est jeune, on peut faire des bêtises d'ailleurs à n'importe quel âge, mais les bêtises amoureuses, eh bien, les amours manqués, ça peut arriver. Bah, ça arrive en général quand on est plus jeune. Souvent, on va dire, souvent, ça peut arriver quand on est jeune. Moi, ça m'est arrivé, hein, des amours manqués, où je vois, où j'avais raconté l'histoire à ma femme, elle s'était tapé la tête en me disant que j'étais un crétin. Mais je pense qu'elle avait pas tort là-dessus, parce que j'avais fait vraiment beaucoup de bêtises. Et elle m'avait même dit un jour, mais comment ça se fait que tu as réussi à devenir mon petit copain, que tu n'as pas tout fait foirer? Je dis, ah, parce que là, je me suis appliqué. Mais voilà. Bon, c'était peut-être écrit, hein, vous savez, c'était peut-être écrit. Bref. Donc,
Si vous voulez, tout ce jeu il est intéressant parce que, non pas pour savoir quelle était la vie de Pouchkine, ça, à mon sens, on s'en moque, parce qu'un roman, c'est un roman. Si le roman prend comme base notre réalité, notre monde, il évolue dans un monde qui est propre au roman. Donc, il faut, comment dire, couper les fils qui le placent par rapport au monde. On peut toujours l'utiliser quand vous faites de l'analyse littéraire, mais pour le lecteur, je ne pense pas que ce soit très très intéressant. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ce jeu-là? Eh bien, ça provoque un décalage et ça crée un lien de connivence entre le lecteur et l'écrivain. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est intéressant. J'aime beaucoup ça quand l'écrivain m'interpelle directement ou indirectement. Évidemment, quand c'est fait avec beaucoup d'art, hein. Et rappelez-vous, hein, tout ce que je vous dis là, Pouchkine le fait dans son cadre d'écriture versifié, hyper corseté. Donc c'est vraiment de la virtuosité à l'état pur, hein. C'est incroyable. Je pense qu'en russe, ça doit être magnifique de le lire, encore plus évidemment qu'en français. Alors en dernière chose, eh bien j'aimerais revenir sur le cynisme et la pose, comme je le dis parfois à mes étudiants, qui caractérise Eugène Onégine. Pourquoi est-ce qu'il est cynique? Pourquoi est-ce qu'il pose? Eh bien, c'est parce qu'il n'arrive pas à se libérer de lui-même et qu'il se ment en disant qu'il a tout vécu. Et c'est à cause de ça que le héros de Pouchkine se perd dans sa vie. Observons-le, profitons des expériences montrées dans le livre pour essayer d'éviter les pièges dans lesquels ils sont tombés. L'amour demande un abandon de soi qui n'est jamais simple, mais qui devient vite impossible lorsqu'on demeure dans l'ignorance de qui on est vraiment. Je vous remercie et vous souhaite bonne lecture.